Tata. Et qui c'est qui a fait Star Wars? Je m'en fous, j'ai les micros qui bougent. Bonjour à tous, bonsoir à tous. Alors, on est ravis de vous retrouver pour ce nouveau Flash UFO en compagnie de Snap the Sniper. Comment voilà, Snap the Sniper, va très bien. Excusez-moi, j'ai savonné. Ça va? Écoute, ça va très bien. Encore une fois, ravi d'être présent et d'accueillir nos beaux invités. Non, c'est pas moi qui ai fait Star Wars. C'est toi, je suis sûr. Non, sûr j'ai le T-Fighter derrière, mais c'est pas moi. Mais tu vas quand même pas accuser nos invités quand même de faire Star Wars. Je vais pas le faire, mais quand même quoi. Bon, autant qu'on en serait incapable. Non. Ouais, voilà. Ils sont gentils, ils sont tout mignons. Tu leur dis qu'ils font Star Wars pendant. Non, je le crois pas. C'est incroyable ça. Alors on vous dit tout quand même parce que cette émission, mesdames et messieurs, est enregistrée. Et oui, puisque nous sommes tout de suite maintenant le samedi 20 juin à 18h. Et puis bien sûr, je croise les doigts pour que les extraterrestres ne prennent pas contact avec nous officiellement dimanche, parce que sinon, on est mal, on aura raté l'info, donc ce serait quand même bien dommage. Alors justement, parce que vous le savez, le Flash UFO, on parle d'actualité ufologique de la semaine. Si notre travail vous plaît, bien sûr, n'oubliez pas les petits pouces bleus. D'ailleurs, merci beaucoup pour le dernier Flash UFO qui a très bien marché. Vous nous avez mis plein de petits pouces bleus. Bon, c'était mérité parce que Bernard Toinel et Nico Augusto nous ont fait vraiment une super émission. Mais voilà, on est content. On a l'impression que ce qui nous plaît vous plaît aussi. Donc, c'est plutôt chouette. Et puis, bien sûr, on discute de l'actualité, mais avec des invités triés sur le volet. Et encore une fois, on le dit, mais on le prouve. Alors, nous accueillons Maxime Tortosa. Maxime, comment ça va? Très bien, en forme, tout va bien. Merci, Pascal. Bon. Oui. Merci d'être là, encore une fois. Nous accueillons également Thibaut Canuti. Thibaut, comment tu vas? Impeccable, en pleine forme. Impeccable. C'est parfait. Et puis nous accueillons aussi Dominique Filol. Alors Dominique, ça nous fait très plaisir de l'avoir parce que justement le premier sujet va parler directement de son actualité de la semaine. Dominique, comment ça va? Très bien, merci. Et toi? Écoute, ça va très très bien. Je suis très content encore une fois de pouvoir échanger avec toi. C'est toujours un plaisir. On rappelle à nos auditeurs qu'avec Dominique, dans le cadre de la sortie du documentaire OVNI, une affaire d'État, on a fait plein d'émissions dans le cadre du MUFON par live, des émissions exceptionnelles. On a quand même eu, grâce à Dominique, Alain Juillet, Luc Dini, Philippe Guimand, Fabrice Bonvin, Pierre Bescon, Michael Vaillant. Enfin voilà, allez-y, n'hésitez pas, parce que c'est vraiment des chouettes émissions. Alors Dominique, je vais laisser la parole à Seb, puisque ton actualité, elle était pas chez nous, elle était en Belgique cette semaine. Ouais, exactement. À l'occasion de la diffusion le 18 juin dernier du documentaire OVNI, une affaire d'État, réalisé donc par toi, Dominique. Ce dernier était l'invité d'une matinale chez nos amis belges, en compagnie du sociologue Fabrice Canepa. Alors du coup, Dominique explique qu'il est conscient de la fine frontière entre faits et croyances, mais rappelle que les faits sont là. Les observations d'objets aux caractéristiques hors normes sont bien réelles. Qu'elles en sont là ou les origines, ça c'est autre chose. En outre, les intervenants de son film sont quand même Luc Dini, la commission Sigma 2, Alain Juillet, ancien directeur de la DGSE, ou bien encore l'ancien sénateur Harry Reid. Et les États eux-mêmes se posent des questions quant à ces objets. Et on rappelle effectivement les différentes vidéos qui sont sur notre chaîne et qui sont consacrées au documentaire. Alors, on ne doit pas le dire non plus, mais si vous cherchez un peu, le documentaire, vous le trouvez aussi, mais nous, on ne vous donnera pas les liens parce qu'on n'est pas comme ça. Hein, donc, Bon, Dominique, comment ça s'est passé cette diffusion en Belgique? On peut le voir assez facilement, du coup, maintenant, le documentaire, comme il est passé en Belgique. Il faut, je ne sais pas si c'est légal, ces trucs-là, mais un VPN. Un VPN, ouais, on en a parlé, effectivement. Et du coup, tu mets comme si tu étais en Belgique, en fait, et tu peux le voir directement sur le site de la RTBF. Voilà. D'accord. Bon, alors, moi j'ai adoré la matinale que tu as faite. Je sais plus, fait ou faite. Enfin, en tout cas, c'était une belle matinale, j'ai trouvé. Tu avais la voix un peu grave quand même. Je me suis dit que c'était tôt pour toi. C'était en effet un petit peu tôt. Voilà, mais j'ai eu la chance, du coup, je faisais un duplex dans un vrai studio. D'accord. De radio. Donc, après, c'est vrai que le son était impeccable. Hein. C'est vrai que le son était impeccable. Le sociologue, par contre, c'était moins ça. Mais toi, oui, c'était bien. Il était au téléphone. Ouais. Il était au téléphone. C'est comme ça. Alors, tu as dit quelque chose, moi, que je trouve tout à fait juste. On est aujourd'hui dans cette idée de croyance. On est toujours dans cette idée de croyance vis-à-vis des ovnis, alors qu'il s'agit d'un fait. Voilà, tout est dit. Quand on a dit ça, tout est dit quand même. Oui, la présentatrice m'a posé cette question. Alors, est-ce que vous croyez aux ovnis? Je lui ai répondu de facto, mais ce n'est pas une histoire de croyance.
Et j'ai cité Luc Dini en disant ça. C'est Luc Dini lui-même, donc le président de la Sigma 2, qui dit quand on dit faut-il croire ou ne pas croire aux ovnis, la question n'est pas là. Il y a des recherches qui se font sur le sujet. Et ça, c'est quelque chose qui doit se savoir et qui doit, voilà, faut que ça rentre un petit peu dans la tête de tout le monde. Et comme quoi, c'est un sujet sérieux qui est étudié. Et encore une fois, ne pas confondre ovni et forcément tout de suite dire ce sont des extraterrestres, mais s'interroger sur c'est quoi ce rôle d'objet, matériel ou immatériel. C'est un discours qui évolue, parce qu'avant, ovni, c'était tout le temps extraterrestre. Alors, il faut savoir quand même que l'émission que tu as fait, c'était quoi, style Europe 1 ou RTL belge, quoi. Enfin, je veux dire, c'était vraiment un grand média mainstream, quand même. C'est la chaîne radio de la première chaîne de télévision de la RTBF. Ouais, quand même. Hein. Alors, est-ce que... je ne sais pas si vous avez fait attention, mais à la fin de l'émission, ils annonçaient qu'à partir du 29 juin, c'est diffusé sur cette même radio, 6 épisodes de 52 minutes sur les ovnis. Et je pense que ça va être très intéressant. Ce sont des épisodes radiophoniques. Hein. C'est le patron ou l'un des patrons ou l'un des dirigeants de la chaîne qui fait ça ou qui réalise. Exactement, c'est le rédacteur en chef de la première, donc la radio qui fait ses émissions. Tu as un peu des idées de l'audience que ça a fait ou pas vraiment? Pas du tout. J'ai pas vu encore. Non. Bon, de toute façon, j'imagine que le public belge qui est plutôt regardé, hein, qui passe c'était à 22h30 jeudi soir. J'espère qu'on a une audience, on verra. Thibaut, le public belge est quand même déjà sensibilisé à la problématique OVNI avec la vague belge quand même. Enfin, je veux dire, c'est une des dernières grosses vagues qu'on ait eues en 1990. Oui, c'est vrai que ça avait eu une grosse audience là-bas. Et c'est un pays de façon ufologique, la Belgique. Hein. Il y a toujours eu des associations suffisamment sérieuses pour qu'à l'époque de la SOBEPS, il y ait vraiment une collaboration assez inédite avec l'État. Donc oui, c'est pas étonnant que les Belges s'intéressent à l'excellent documentaire de Dominique. Je le redis parce que je le disais tout à l'heure, mais en off, c'est vraiment un excellent documentaire télé, un des meilleurs documentaires télé qui puisse y avoir et qui illustre, hein, je pense qu'on va en reparler dans l'émission, mais surtout l'écologie d'aujourd'hui, le phénomène OVNI d'aujourd'hui, et un rapport un peu différent, on le voit, hein, aux médias, à la société, et sans doute dans une certaine mesure la politique aussi. C'est marrant quand même parce que c'est là où tu vois que les choses sont vues, c'est que j'ai eu quelques de nouvelles demandes d'amis, mais qui venaient de Belgique. Donc ça veut bien dire que les gens ont vu ce documentaire, et puis voilà, ils regardent les intervenants, et puis ils cliquent, et puis ça va. Enfin, c'est intéressant à chaque fois. Tu sais un petit peu quand il y a une émission qui passe, quand d'un coup tu as un pic des gens qui te demandent en ami ou le site qui monte. Et là, clairement, ça l'a fait pendant la diffusion et après la diffusion, les 24 heures suivant la diffusion. Donc, je pense qu'il a été. Il sera diffusé aussi au mois de juillet sur la télévision suisse romande, la TSR. Dans une émission qui s'appelle Temps présent, qui est une émission aussi qui existe depuis 1969. Et ensuite, il passera en septembre sur la TSI, qui est la télévision suisse italienne. Donc une affaire d'État et fait que commencer. Et il y a des trucs prévus outre-Atlantique, type Québec Je ne sais pas encore, mais oui, c'est comme si distribué par Arte à l'international, ça devrait aussi être diffusé. J'espère de l'autre côté de l'Atlantique. Ouais. Sur un format un petit peu différent, tu disais, hein, plus sur un 52 minutes, c'est ça? Exactement. Alors, la version que vous avez vue qui est passée sur Planète, elle fait 1h17. Là, on a dû raccourcir parce que ce sont des formats télé. Donc, on est sur un format de 52 minutes. Donc, il y a des choses en moins, malheureusement. Voilà, mais c'est le jeu pour que le film puisse être vu international. Ouais, c'est normal. Attends, faut... Non, mais c'est carrément des blocs en moins. Enfin, tu es obligé. Ouais. Ouais, il y a des thèmes que tu dégages. Par exemple, tu m'as dit mais c'est comme ça. Valençol, je crois, ne sera pas dans cette version de 52 minutes. Valençol, en effet, tout le côté aussi OVNI et conscience, des petites choses aussi sur le nucléaire. Enfin, tu es obligé de couper. Voilà. Tu peux 30 minutes à couper, c'est assez. Voilà. Tu peux pas faire de la chirurgie. Mais tu es obligé de Est-ce que tu projetterais de faire une version longue pour les ufologues? 3h20. Mais non, mais en tout cas, j'aimerais bien, il faut que je vois avec la prod, mais peut-être pour sortir certains rushs. Il y a même des interviews
comme je l'avais expliqué, que j'ai même pas pu du tout mettre dans le film parce que soit c'était un peu finalement hors sujet avec l'ensemble, soit ça allait prendre trop de temps. Enfin, malheureusement, on n'a que 90 minutes. C'est ça qui est compliqué, hein, c'est que voilà, faire des choix. Il faut que ça rentre dans un schéma global. Ouais, c'est pas évident. C'est compliqué, effectivement, c'est sûr. Maxime, toi, tu l'as vu le documentaire ou pas? Oui, tout à fait. Je l'ai vu. En plus, je suis ravi de connaître aujourd'hui Dominique parce que voilà, ça a été le documentaire depuis un moment que je n'avais pas vu aussi crédible. C'est un documentaire que je n'avais pas vu sur les ovnis depuis longtemps. Crédible, intéressant, bien rythmé. Alors ça, il y a bien sûr il y a le côté télé là-dedans aussi. Non, moi, franchement, en plus, en travaillant dans l'audiovisuel, je me suis aperçu quand même que j'ai encore beaucoup de choses à apprendre. Et c'est quand même difficile de projeter un film comme ça, tout en restant crédible dans le sujet OVNI, quoi. Voilà. C'est ce que je me suis aperçu. Et là, franchement, voilà, moi, tu m'as épaté sur ça, quoi. Je suis ravi. Ce qui m'a amusé, c'est la remarque de la journaliste pendant l'interview matinale qui disait ouais, mais c'est tout des gars avec des costumes cravates, quoi, comme si on était obligé d'être, je sais pas, en t-shirt dégueulasse quand on s'occupe de ça. Quoi. Oui. Une black. Bon, voilà, donc bah ouais. Moi aussi j'avais un costume cravate, mais voilà, donc il faisait chaud en plus. Faisait chaud. Alors. Dominique, comme d'habitude, et c'est pour ça que je te soupçonne quand même d'être intégré dans des milieux fort bien renseignés, puisque concomitamment, c'est le mot, concomitamment, le documentaire passait sur la chaîne belge, et nous avions une émission de Trump. Alors, je vous le lis rapidement, puisque Trump a dit à son fils « Je ne vais pas vous parler de ce que je sais à ce sujet », mais c'est très intéressant. Alors, de quoi on parle ? En fait, Trump fait ses commentaires jeudi dans une interview sur le thème de la fête des pères avec son fils Don Trump Jr., qui était en panne de rasoir, organisée pour la campagne de réélection du président. Alors, Don Jr. A mis fin à son interview en demandant en plaisantant à son père s'il divulguerait un jour plus d'informations sur Roswell, la ville du Nouveau-Mexique connue pour sa proximité avec l'événement OVNI sans doute le plus célèbre. Bon, ça c'est l'article d'Associated Press. Il lui a demandé qu'est-ce que vous êtes prêt à nous dire ou pas à nous dire. Alors, moi je voulais quand même qu'on discute de ça ensemble. C'est quoi ? C'est de l'info, c'est de l'intox. Est-ce que Trump commence à draguer les électeurs pro-OVNI parce que c'est quand même un certain électorat là-bas ? Je vais commencer avec Thibaut. Thibaut, ton avis sur la question ? Mon avis sur la question, c'est que c'est difficile d'avoir un avis sur les paroles présidentielles par rapport aux ovnis, parce que tu vois que tu as tout et son contraire dans la littérature, si je puis dire. Tu as depuis Medvedev qui explique qu'il est débriefé quand il devient président, que la vérité est assez proche de Men in Black. Tu as Obama qui déconne plus ou moins avec ça, ou qui fait de l'humour noir. Et puis tu as Trump là qui dit que c'est intéressant. Clinton aussi. Clinton aussi, bien sûr, Reagan. Non mais tous. Donc aux États-Unis, il n'y a pas une campagne électorale, et là déjà ils sont rentrés dedans, où ce sujet n'est pas directement évoqué, où la question n'est pas directement évoquée. On l'avait vu précédente élection avec Clinton Podesta. Donc il n'y a pas grand-chose à en dire, parce que tu sais bien que les paroles publiques de président des États-Unis, elles sont calibrées au millimètre. C'est-à-dire que vraisemblablement, on a dû lui dire. Bien sûr, non, c'était préparé. Malheureusement, ça va pas beaucoup plus loin, quoi. Alors Dominique, quand même, parce que je voulais aussi ton avis, parce que il y a à peu près un an, Trump, je crois que c'était avec Tucker Carlson, je crois que c'était Tucker Carlson qui lui posait les questions justement sur les vidéos du Pentagone, et il disait ouais, effectivement, j'ai bien été briefé, bon, nos gars sont sérieux, c'est les meilleurs du monde parce que c'est des Américains. Bon, moi personnellement, c'était presque ça m'en touche une sans faire bouger l'autre, quoi. Donc on a l'impression, c'est pour dire comme ça devait pas l'intéresser. Donc on a l'impression. Là, je sais pas, je sens que c'est un petit peu, c'est un petit peu de la mauvaise drague qu'il est en train de faire avec ce type de réplique quand même, non ? Moi, c'est un peu la sensation que j'ai. Je veux dire, il est capable de faire des déclarations complètement loufoques parfois. Donc, le problème, c'est que venant de Trump, c'est peut-être pas, ça sera peut-être pas forcément pris au sérieux. Alors, mais est-ce que ça va pas être pris est-ce que ça va être pris au sérieux justement
par ce fameux électorat très proche, on le sait, des théories de QAnon, de ce milieu complotiste qui est quand même pro-Trump. Voilà. Ils seront ravis, mais d'ailleurs, je pense que ce genre de déclaration s'adresse à cet électorat. C'est mon point de vue, j'ai aucun indice particulier pour dire ça, c'est une impression, une opinion. Mais je le vois pas forcément. Enfin, je veux dire, les élections arrivent, c'est gros, c'est énorme. Si vraiment il avait envie de déclassifier Roosevelt, il en aurait parlé depuis longtemps. Donc, surtout qu'il a. Mais si on apprend des choses les prochains mois, je serais ravi. Après, on ne demande qu'à le croire, hein, c'est ça, hein, Donald. Si tu veux, il n'y a pas de souci. Mais en plus, avec ce type de remarques, il a tout à gagner, rien à perdre. Parce qu'au pire, il dira non, mais c'était de la déconne. Parce qu'effectivement, il a un espèce de petit rictus quand il dit ça, donc dire bah non, mais c'était pour rigoler. Et puis ceux qui veulent le croire, qui vont dire ouais, lui, c'est lui qui va divulguer l'affaire, donc je vote pour lui. Enfin, je veux dire, c'est du pain béni en fait cette histoire. Mais après, c'est vrai pour n'importe quel. On peut prendre Obama qui a son petit rectus, Medvedev, on ne sait pas si c'est du lard ou du cochon. Tous, de toute façon, c'est très facile de dire mais non, c'est sur le ton de l'humour ou alors c'est complètement sérieux. Il peut retourner exactement au niveau du contexte dont il a besoin, de toute façon. Donc, à partir de là. Est-ce que vous vous rappelez aussi de ce moment qui avait fait le buzz, mais franchement, je disais, mais là, vous allez chercher n'importe quoi. C'était Juncker, qui était alors président commissaire de la Commission européenne. On sait que Juncker, quand même, le midi, il déconnait pas, quoi. Enfin, je veux dire, s'il n'y avait pas ce qu'il fallait sur la table, ça se passait pas bien, quoi. Donc là, on sort de déjeuner. Juncker ne parle pas français, c'est pas sa langue maternelle, hein, il faut le savoir. Et là, il dit à un moment, bon, j'ai consulté l'ensemble des dirigeants des autres planètes. Et ça avait fait un buzz. Je sais pas si tu te souviens, Maxime, je sais pas si tu l'as vu cette vidéo. Oui, je l'ai vu. J'avais vu passer. Le gars dans sa tête, c'est pas planète qui veut dire, c'est des autres pays, il dit planète. Un lapsus, quoi. Moi, tout est transformé sur Internet, de toute façon, tout va vite. Voilà, tout est interprété en 3 secondes. C'était savoureux, on va dire, mais en même temps, on comprend bien qu'il n'y a pas un lapsus ou qu'il lâche pas un truc énorme en disant « Oups, pardon, je sais pas ce que je voulais dire ». Enfin voilà, c'était quand même un peu cousu de fil blanc. Donc je crois qu'on est un peu tous d'accord sur la réflexion de Trump, c'est un petit peu du flanc quand même, on est d'accord ? C'est plus politique que concret, on va dire. Ce qui est intéressant, c'est quand même quand il dit que je crois à la toute fin, son fils lui demande est-ce que tu vas déclassifier des choses, et il va dire je vais peut-être être obligé d'y penser ou quelque chose comme ça. Voilà, il a dit je vais y penser. Je vais devoir y penser. Ça illustre un peu le climat actuel. Encore une fois, et à partir du moment où là on a des cas documentés, validés par des témoins multiples, militaires en fonction, qui a une validation par le Pentagone, donc par le ministère de la Défense américain, bon, voilà, ça commence à devenir un petit peu plus concret. Voilà. Sur certains cas. Le contexte a une autre résonance. Voilà, ça ne retire rien au climat actuel qui est un peu plus divulgateur qu'il y a 4 ans, 8 ans ou 15 ans. Oui. Mais je l'aurais plus pris au sérieux s'il avait parlé, par exemple, des vidéos. Mais là, parler de Roswell, je trouve que c'est vraiment tarte à la crème, quoi. Enfin, c'est plus ça qui m'a gêné, de dire pourquoi Roswell, quoi. Enfin, je veux dire, il y avait tellement d'autres cas. Parce que Roswell, c'est vraiment un mythe profond américain. C'est une grosse part aussi de la controverse ufologique autour de justement du début de la volonté de l'État d'étouffer ces affaires. Donc Roswell là-bas, c'est vraiment aux États-Unis évidemment à valeur symbolique, à la fois de mythe et de symbole fort. Ouais. Bon, bah écoutez, l'avenir nous le dira, mais je vous admets que je suis pas persuadé que ça viendra de lui. Mais bon, allez, on va passer au thème suivant. Sébastien, donc là, ça serait drôle que ça vienne de lui. Ah bah, ce serait énorme, ouais, c'est clair. Ce serait énorme que ça vienne de lui, par contre. Ce serait juste énorme que ce soit lui qui est vraiment le premier. Ouais. Balance le truc. Bon, on va voir. Hein, espérons qu'on survivra pour voir ça, effectivement. Il en serait capable, comme c'est un fou furieux, manifestement. Avant de partir. Honnêtement, je pense que s'il savait quelque chose, il aurait déjà tweeté, quoi. Bon, voilà, c'est la vie que j'ai, hein, mais... Voilà, le mec, c'est un fou du tweet, quoi. Il aurait tweeté, je sais, quoi. Ouais, mal en sol.
Ouais, voilà, ouais, voilà, bon, voilà. Bon, après, encore une fois, l'avenir nous dira, parce que c'est vrai qu'en ufologie, depuis 2 ans et demi, c'est quand même les montagnes russes un petit peu toutes les semaines. Alors, Sébastien, on va passer au thème suivant. Alors, quelques observations qu'on a condensées et une dernière observation sur laquelle je voudrais vos avis à tous. Ouais, alors on va commencer rapidement avec 2 articles de la Nouvelle République qui citent un objet intrigant pris en photo au-dessus de Pascalis à Montcoutan-sur-Sèvre. Voilà, donc c'est un article qui est paru dimanche et qui mentionnait la prise d'un cliché par un promeneur sur lequel une prétendue anomalie est apparue. Et 2 jours plus tard, un article complémentaire est venu présenter plusieurs conjectures, dont la nôtre, à savoir un oiseau ou un insecte, quelque chose s'en rapprochant. Alors un truc important, c'est qu'on invite les journalistes et les témoins à déposer leurs observations sur notre site. On fera un plaisir de les étudier. C'est aussi ça notre métier. On est là pour ça. N'hésitez pas, amis journalistes. Envoyez-nous ce que vous avez. Et puis, si on peut en discuter en amont, moi, je trouve que ça fait des articles de meilleure qualité. Je ne dis pas qu'on saura tout, mais voilà, au moins, ça permet de peut-être calibrer certaines choses comme un oiseau ou un insecte qui passe et qu'on voit, parce qu'encore une fois, dans l'article, c'est ce qui est important, la personne ne voit l'objet qu'à la maison en le mettant sur son ordinateur. Voilà. Et c'est ce qui nous fait dire que c'est probablement quelque chose de très simple plutôt que quelque chose de très compliqué. Alors, on a eu, là, on passe un petit peu à l'international. Ouais, alors entre Green Asteroid et Pink Rainbow pour les anglophones, 2 très belles vidéos partagées cette semaine. On commence par une chute présumée d'un astéroïde en Australie et on peut y voir un point vert extrêmement lumineux. C'est très joli à voir. Il se dirige vers le sol. Donc je vous invite à aller voir ça si ce n'est pas encore fait. Et la seconde vidéo nous montre un arc-en-ciel. Bon, jusqu'ici ça va, sauf qu'il est rose. Donc là aussi, allez voir, ça vaut le coup. On attend juste la licorne qui va avec. Ouais, moi j'attendais la licorne et avec cette grosse bulle rose, là, on aurait dû une grosse bulle de chewing-gum, mais je vous admets que sur le coup, j'ai dit, mais c'est quoi cette merde et en fait, non. Ça s'appelle des Pink Rainbow. C'est assez rare, mais ça arrive de temps en temps. Ça fait vraiment une grosse bulle rose. Donc, c'est plutôt sympa. Une bulle d'amour qui va nous englober tous. Ça va faire un cœur à la fin. Ouais. On va tous devenir copains. Il en faudrait une grosse pour tous les ufologues du monde. Comme ça, on redeviendrait tous copains. Mais faites la grosse alors, parce que c'est compliqué. Alors, la troisième observation. Sans transition, du coup, un mystérieux ballon blanc qui a été identifié au-dessus du Japon. Ça a fait le buzz, comme on dit maintenant. Une véritable fièvre médiatique s'est emparée des sites et des journaux. Ça va de Life Science à Fox News, en passant par le New York Times, qui ont relaté l'information. Et le MUFON France, parce qu'on dit pourquoi ils font un article, mais on en fait un aussi. Donc au final, oui, et le MUFON France, effectivement. Bon, on est là, on va en expliquer après. C'est pour expliquer notre conjecture. Donc voilà, pour en venir à ça justement, on a enregistré un vrai UFO afin de partager ce qui nous semble nous être une évidence, un ballon météorologique. Donc voilà, je pense qu'on va pouvoir en débattre avec nos invités. Je voulais un petit peu votre point de vue, parce que c'est vrai que le premier qui me l'a partagé, c'est Dominique, justement. Tu m'avais partagé cette vidéo. J'avoue, ne pas comprendre. Sur Facebook, moi, ce truc de NHK s'affichait, qui expliquait que c'était un ovni et que les policiers japonais ne savaient absolument pas de quoi il s'agissait. Et quand j'ai regardé la vidéo, en effet, une des choses auxquelles j'ai pensé, je me suis dit, mais c'est un ballon. Mais ce qui m'étonne, c'est pourquoi les autorités japonaises ne sont pas capables d'identifier un ballon. C'est probable, mais c'est quand même très étonnant. Donc, voilà. Mais ça ressemble grandement. Je veux dire, ça ressemble pas à un phénomène aérospatial non identifié très étrange qui pourrait avoir une forme d'énergie. Ça brille pas, ça va pas à des vitesses pas possibles. Bon, c'est très curieux, mais. Est-ce qu'il y a des analystes qui ont expliqué quand on observe la vidéo, on dirait qu'il y a en dessous du ballon comme une petite structure ou il y en a une, effectivement. Voilà, parce que ça, c'est très visible sur la vidéo. Non, il y a une structure en plus. Enfin, est-ce que c'est quelque chose pour accrocher du matériel, du son, des choses comme ça Bon, moi, je veux bien que les autorités météorologiques, policières disent nous, c'est pas le nôtre. Mais enfin, il y a une différence entre dire c'est pas le nôtre et on sait pas ce que c'est. Ça reste un ballon sonde. Alors quel est l'objectif du lancer de ballon? Est-ce qu'il vient d'ailleurs, qu'il a dérivé? Moi, ce qui m'étonne, c'est que encore ce matin, je regardais, il y a une dizaine de titres qui font un article là-dessus, quoi. Mais
qui font un article quand même assez tendancieux en disant, mon Dieu, que c'est étrange, mais qu'est-ce que donc, mais pourquoi? Après, voilà, moi, c'est ça qui le contexte aussi, hein. Et puis, avec ce qui s'est passé récemment, les révélations des vidéos du Pentagone, donc maintenant, je pense qu'il peut y avoir aussi cet effet-là, où tout d'un coup, ça s'emballe dès qu'il y a quelque chose d'un peu étrange dans le ciel, et on vérifie pas l'info, on poste tout de suite la vidéo. C'est important d'avoir raison gardée, justement, et de... Alors, c'est vrai qu'il y a un point important, Thibaut. Les autorités japonaises, peut-être plus que les autres pays, suite à l'officialisation des 3 vidéos du Pentagone, ont dit, nous, on va prendre des mesures quelque part supplémentaires, ou en tout cas de renforcement sur l'étude des phénomènes aériens non identifiés. Alors ça veut dire quoi? Que la presse japonaise est peut-être plus à l'écoute, ou se sent peut-être plus le droit, on va dire, de parler de ça? Comment tu l'analyses, toi? De ce que j'en sais, même si je ne suis pas un spécialiste du tout de l'ufologie au Japon, mais de ce que j'en sais, c'est un phénomène assez accepté là-bas, qui a vraiment droit de citer. Il y a déjà eu des prises de parole publiques des hommes politiques, notamment autour de ce sujet-là. Donc, je pense qu'ils n'ont pas ils ont pas vraiment dans leur culture de prévention avec ça. Mais même tout ce qui est spirituel est assez accepté au Japon, tout ce qui est voilà, donc je pense qu'ils sont plus ouverts un peu à l'anglo-saxonne plus que nous là-dessus. Bah, c'est Nico... ma faute, hein, parce que le documentaire est passé au Japon en avril aussi. Ah bah voilà, ça y est. Voilà. On a trouvé, Alors on a souvent l'occasion de discuter avec Nico Buffon, qui est un très bon connaisseur du Japon et qui a passé plusieurs mois l'année dernière. Donc, il nous disait qu'effectivement, au Japon, l'ufologie est un élément culturel tout à fait, enfin, qui appartient au socle culturel des Japonais. Dire qu'on s'intéresse à l'ufologie là-bas n'isole pas comme ça peut isoler en France. Hein. C'est quelque chose de tout à fait normal pour eux. Donc, mais voilà, moi, je reste un petit peu scotché par l'ampleur qu'a pris ce simple ballon météo. Voilà, je vous admets que on est un peu à la course au clic, il ne faut pas oublier, hein, de toute façon, sur Internet. Donc, pourri, oui, mais une photo avec un titre un peu sensationnel, sans trop en dire beaucoup. Enfin voilà, les gens vont cliquer, on va rentrer et voilà, ça va faire du clic. Quoi. Voilà, c'est juste ça en fait, je pense. Ouais, mais après, c'est un peu Pierre et le loup, quoi. C'est-à-dire, à force de crier au loup pour rien. Ah oui, non, mais après, je suis d'accord. Bon. Mais... Écoutez, voilà, on a fait un vrai UFO là-dessus, vous pouvez le regarder. Regardez-le, voilà. Alors, pourquoi on a fait un vrai UFO? Il y a des gens qui nous ont dit pourquoi un vrai UFO sur un ballon météo? On a fait un vrai UFO non pas parce que c'est un ballon météo, mais parce que ça prenait une ampleur particulière et qu'il nous a paru important de nous positionner par rapport à ça. Voilà, c'est pour ça qu'on l'a fait, hein. C'est pas pour autre chose. Mais je le rappelle parce que j'ai l'impression que parfois les gens comprennent mal nos choix éditoriaux. Et je rappelle de dire qu'on n'est pas des débunkers, qu'on n'est pas des zététiciens. Mais quand on explique quelque chose, on le dit. Et il y a parfois des vidéos qu'on ne partage pas, mais parce qu'on se les garde sous le coude, plutôt que de les balancer comme ça en disant on ne sait pas ce que c'est, expliquez-nous. On travaille. D'ailleurs, on va en ressortir une qu'on nous avait partagée il y a quelques semaines, qu'on n'avait pas partagée au grand public, parce qu'on a l'explication et là, on va la porter. Voilà, c'est un petit peu notre démarche de ne pas balancer des trucs sans essayer d'y réfléchir un minimum avant. Voilà, c'est dit. Les amis, on passe à l'astronomie. Alors, l'astronomie, on va commencer par le CNES. Intéressant cette semaine. Oui, le voyage à la vitesse de la lumière. Attention. Ouais. Donc, le CNES nous propose une courte vidéo très sympa sur la notion de la vitesse de la lumière. Ouais. Alors, s'il y a un enseignement à retenir, c'est qu'à l'heure actuelle, nos systèmes de propulsion, avec ou sans humain à bord des engins ou des sondes, sont encore bien loin d'atteindre cette vitesse proche de 300 000 km par seconde, je le rappelle. Alors, l'ouverture théorique de la fin de la vidéo sur les trous de verre ou la contraction de l'espace-temps apporte un espoir dans l'atteinte de ce Graal de la physique. Est-ce que vous avez eu le temps de la voir, cette petite vidéo, ou pas? Non. Alors, regardez-la, elle est très sympa. C'est vrai que je trouve qu'elle explique bien, elle permet bien d'appréhender ce que c'est que la vitesse de la lumière et pourquoi on n'est pas prêt d'aller sur Alpha Centauri ou des choses comme ça. Quand même, et comment la contourner, du coup, cette barrière? Pour aller sur Mars, 3 minutes à la vitesse de la lumière, hein, ça calme quand même. À la vitesse de la lumière. Ouais, ça vient un peu. Prennent 2 secondes après avoir accéléré. Ouais. Le problème, c'est que ça écrase un peu au démarrage. Hein. Après, on est des mouches collées. Alors,
On a eu un article aussi intéressant de Nature avec les astronomes qui repèrent la première rafale radio rapide de la Voie lactée. Alors là, on se demande, est-ce qu'on a enfin une piste pour expliquer les FRB, ces sursauts radio rapides? En tout cas, plusieurs astronomes, notamment de l'université d'Amsterdam, désignent les magnétars, donc ces résidus de supernova, comme potentielle source de ces puissantes émissions radio. Et en outre, on a affaire ici au premier FRB de cette ampleur dans notre propre galaxie. Important de le souligner. Il est possible que ces FRB dont on parle pas mal en ce moment ne soient au final que des phénomènes naturels et pas des émissions extraterrestres. Mais bon, ça, il va falloir qu'on y réfléchisse un petit peu plus, enfin qu'on voie un petit peu où ça va. Et puis surtout en astronomie, on a eu ce communiqué de presse, c'est pas cet article, mais ce communiqué de presse de l'University of Nottingham. La recherche jette un nouvel éclairage sur la vie intelligente à travers la galaxie. Ouais, et celui-là, il s'est répandu aussi comme une traînée de poudre. Donc c'est une nouvelle étude qui part du postulat que la vie apparaît de la même manière sur les autres planètes que sur Terre. Ça, c'est important, ce postulat. En conséquence, ils estiment qu'il devrait exister en ce moment 36 civilisations actives dans notre galaxie. Alors, toutefois, quand même, il faut prendre du recul parce qu'on est ici dans une estimation déterminée selon un certain angle d'approche. Mais au-delà de savoir si les civilisations extraterrestres vivent en même temps que nous, au sein de la Voie lactée, on peut déjà réfléchir à notre propre destinée en tant que civilisation avancée. Ouais. Alors ça, c'est un article aussi, Dominique, Thibaut, Maxime, je pense que vous l'avez vu pas mal. Sauf que on l'a vu pas mal tourner, mais sur cet axe-là, des scientifiques britanniques disent que 36 civilisations actives extraterrestres existent dans notre galaxie. C'est pas tout à fait l'objet du papier quand même. Je crois que Dominique, on est d'accord là-dessus. Bien sûr. Hein, c'est une hypothèse. C'est une statistique même en fait, hein, au final. C'est ça. Mais ne le présente pas une vérité et, en nous dévoilant le fait qu'il y a 36 civilisations actuellement qui se baladent dans la galaxie. Ça se trouve, il y en a beaucoup plus. Ça se trouve, il y en a beaucoup plus. Exactement. Bah, il parle jusqu'à plusieurs millions, hein, si jamais on part sur certains trucs optimistes. Vous avez vu, parce qu'il y a dans le genre étude, il y en a encore une autre là qui dit qu'il pourrait y avoir 6 milliards de planètes similaires à la Terre dans notre galaxie. Ah bah, avec une statistique, après, tu peux tout faire. Hein. C'est clair. Toi, Thibaut, t'en as pensé quoi de l'article, mais surtout de l'approche des journalistes, quoi. Là, encore une fois, on est un petit peu sur du putaclic quand même. Il faut dire les choses. Non, c'est pas ça. Ça montre surtout un vrai intérêt pour la recherche théorique autour de la vie extraterrestre. Encore une fois, on est dans le même ordre d'esprit. Pour qu'un fait scientifique devienne un petit peu un fait social accepté, il doit passer par de longues étapes. C'est très très long. Et moi, je pense que le processus qu'on vit est une forme d'accélération de ce point de vue-là. Donc, je replace ça dans le contexte, à savoir que, oui, on parle maintenant de plus en plus des papiers de recherche théorique qui peuvent exister sur la vie extraterrestre. Après, c'est sûr que la vie est une succession de hasards. Ce qui s'est passé sur notre planète Terre, c'est aussi une succession d'événements. Je suis pas du tout persuadé que y ait une quelconque foi à accorder à des calculs se basant sur la façon dont la civilisation humaine a émergé. Hein. Après, ce qu'on fait aussi des civilisations, c'est qu'elles sont toutes celles qui étaient en tout cas assez isolées ont pu complètement disparaître. Ce qu'on sait des civilisations, c'est qu'elles sont mortelles, hein, vraiment, et à très court terme. C'est le L de l'équation de Drake. Hein. Voilà. Oui, on a l'équation de Drake. C'est surtout une forme de survie, de cap critique, de survie à une adolescence technologique dont parle un peu Carl Sagan, notamment dans Contact. C'est-à-dire, est-ce qu'on arrive à passer un peu ce cap technologique, à rentrer dans de nouveaux paradigmes et à y survivre d'un point de vue civilisationnel. Et c'est pas pour, c'est dans le même ordre d'idée que tu as aussi autant en ce moment de théories finalement apocalyptiques, déclinistes, ou qui relatent l'effondrement à venir, la collapsologie. Enfin, c'est vraiment, je pense, il faut analyser ça dans un ensemble. Enfin bon, c'est vrai que, pardon. Ouais, non, là où tu as raison, Thibaut, je te rejoins, c'est que entre, à savoir si c'est vrai ou pas, à la limite, ça va se passer encore un peu de temps, mais c'est le fait que
peut-être plus pris pour un zozo, entre guillemets, si tu tapes un article de ce type-là, que ce soit même dans 20 minutes ou dans je sais pas quoi, ce qui était peut-être pas le cas avant. Là, tu parles de 36 civilisations extraterrestres. Bon, voilà, tu as le droit de le placarder en 2e ou 3e page. Et c'est vrai que c'était peut-être pas ça avant. Ça, c'est la traduction des journalistes. Hein. Ouais, voilà, oui, c'est ça. Mais je veux dire, c'est moins pris peut-être pour un farfelu en le tapant cet article-là. Alors peut-être que voilà. Ce sont des sujets qui deviennent vraiment mainstream. Ouais. Et ça, c'est plus agréable. Est-ce qu'ils l'ont pas toujours été au final, mais est-ce que il n'y a pas justement ce petit coup de pouce de décembre 2017 qui le rend audible ou en tout cas fréquentable, on va dire ça comme ça? C'est peut-être tout simplement ça aussi, parce que moi j'ai l'impression qu'il a toujours été mainstream quand même, que les gens se sont toujours passionnés pour la question. Ouais, oui, mais par contre, le climat politique est différent. Là, pour comparer, on est finalement presque comme au début des années 70 avec le Watergate, dans une période où vraiment la défiance entre les citoyens et leur personnel politique est portée à son paroxysme. Je prends cet exemple-là américain parce qu'il était assez archétypal aussi. Et donc, du coup, par rapport à ça, il y a... Mais ce sont des processus plus longs. Ce sont des processus plus longs qui font que quelque chose finit par être accepté. Ce que les ufologues disent depuis bien longtemps, c'est qu'en fait, il existe un reliquat de cas, très peu de choses en fait. Hein, tu l'étudies très bien. Hein, tu es obligé de dire je suis pas zététicien. Ben non, mais c'est pas parce que tu dis que tel ou tel truc ne se rapporte pas au phénomène ovni au sens où on l'entend ici. Il faut le dire. Il faut le dire. Zététicien, il faut le dire. Par contre, c'est vrai que ce qui commence à être accepté, c'est que dans cette masse protéiforme très dense de ce que peut être le phénomène ovni en termes de récit, il existe quand même un reliquat de cas, petit, très court sans doute, 2-3%, très documenté, très précis, très fort, avec des témoins crédibles, avec tout ce qu'il faut. Et cette vérité-là, elle commence à être... elle commence notamment avec des documentaires comme celui qu'a fait Dominique, à rentrer un peu dans les paradigmes, c'est sûr. Alors justement, on va en profiter, Sébastien, on va faire le lien. Merci pour la transition, parce qu'elle se prête bien, justement, avec cet article de The Conversation, qu'on a piqué d'ailleurs sur le mur de Thibaut, puisque c'est Thibaut qui l'a partagé en premier, et je l'ai trouvé excellent. Zététiciens et autres débunkers, qui sont ces vulgarisateurs 2.0. Et donc là, il est question des vulgarisateurs scientifiques du web, de la zététique en ligne, qui comptent parfois des centaines de milliers d'abonnés sur leur chaîne. Alors, on peut comprendre leur utilité, mais aussi se poser la question de leur complaisance à l'égard d'un public, les finançant par leurs dons, voire d'une révolte exacerbée de la part de croyants d'une thèse inverse à la leur. On prend un exemple. Si l'un d'eux évoque le ridicule de la thèse platiste, les défenseurs de cette croyance ne seront que plus sûrs de la réalité de la dite croyance, à savoir la Terre est plate, par exemple. En tout cas, c'est un pouvoir 2.0 à prendre en considération. Alors là, je vais demander l'avis de Maxime, justement. L'avis de Maxime, qui a un regard assez neutre, justement, assez ouvert, assez bienveillant sur tout ça. J'imagine que tu as déjà regardé ou même que tu es peut-être abonné à certains de ces débunkers 2.0. Oui, je suis abonné. D'ailleurs, alors, moi, je vais pas cracher aujourd'hui dessus sur ce genre de. C'est pas l'idée, ils ont leur utilité. Non, mais bien sûr, mais j'annonce directement. C'est pas parce que ils m'ont quand même sorti un petit peu de ce côté naïf que j'avais peut-être plus jeune sur le sujet. J'ai regardé beaucoup de personnes qui ont commencé à apparaître sur les réseaux sociaux, qui en parlaient. Alors au début, c'était pas aussi structuré qu'aujourd'hui, mais au fur et à mesure, quand même, j'ai pris du recul et j'ai eu plus de méthodes d'analyse au fur et à mesure des années. Et voilà, ça peut quand même transformer un petit peu les gens, je trouve. Surtout qu'aujourd'hui, on est sur les réseaux sociaux, on est sur YouTube, etc. Donc, surtout sur la nouvelle génération, etc. Je pense que ça peut un petit peu, entre guillemets, éduquer sur un peu le recul à avoir sur ces différents sujets, quoi. Voilà. Je vais être honnête avec vous, je te rejoins quand même. Je trouve qu'effectivement, on va dire, il y a des très bonnes émissions d'Astrono Geek, de la Tronche en billet. Défécator, j'aime beaucoup moins, mais déjà, je déteste ce nom. Défécator, j'aime pas, je trouve ça moche, je trouve ça vulgaire. Et j'aime pas quelqu'un qui se cache derrière une cagoule, mais ça, c'est un point de vue personnel. Donc, je ne regarde pas ces émissions, je ne pourrais pas en parler. Mais ce que je leur reproche quand même un petit peu, et c'est ce qui est soulevé en fait dans cet article de The Conversation, c'est que des fois, à mettre des gros coups de poing dans la gueule des gens,
ça va peut-être les renforcer, les faire aller à l'envers. On va prendre un exemple du crop circle fait par Astronogeek et tous les gens qui l'ont fait avec lui. Il y avait une personne qui était visée, bien qu'elle n'ait jamais été nommée pendant le documentaire, c'était Humberto Molinaro. Astronogeek l'a dit clairement. Mais au final, aujourd'hui, vous tapez Humberto Molinaro, il continue à faire ses vidéos, il continue à dire ce qu'il a à dire, et c'est très bien parce que je suis contre la censure. Mais enfin, j'ai l'impression qu'ils sont passés à côté de l'objectif et que même ils lui ont fait une publicité, qu'ils ont renforcé les gens qui le suivaient. Je ne sais pas ce que tu en penses, Thibaut. Moi, ça me fait un peu cette impression quand même. Ben, je veux dire, bon, voilà, à la fois, c'est sûr qu'on est dans une ère de la post-vérité où il y a d'ailleurs caractérisée par une horizontalité de l'information. Tu vas sur YouTube, tu peux avoir l'émission qu'on est en train de faire ou d'autres émissions où il va y avoir parfois des propos assez délirants. Les instances qui étaient celles de la validation de l'information ont changé dans l'ère d'Internet. Donc, les gens ont sans doute besoin de se raccrocher à ce matérialisme, ce rationalisme à la française, là, qui a des racines bien plus profondes, dont je parle dans mes bouquins, justement, lorsque j'évoque les sceptiques. Ça, c'est l'union rationaliste, c'est le poids vraiment d'un rationalisme très fort en France. Mais ça se fissure pareil avec le temps, hein. Oui, parce que c'est un dogme contre un autre dogme au final. On a l'impression de voir deux croyances et puis voilà, ils sont tout simplement opposés et ils peuvent même pas s'entendre. Je sais même pas s'ils s'écoutent en fait. Non, ils peuvent pas s'écouter pour la bonne et simple raison que il y a une certaine forme d'usage constant du bashing par les sceptiques. D'attaques vraiment, là je dirais ad hominem, pas très élégantes, pas très fines, qui ont pour effet simplement de perdre le débat, quoi. On va dire les choses, Thibaut. Tu as été l'objet d'un certain bashing aussi à la sortie. Oui, bien sûr. Voilà. Comme tout le monde, à partir du moment où tu parles un peu ufologie. Pourtant, moi, tu me connais, je suis plutôt pas avancé grand chose en termes de croyances. Moi, j'en ai pas beaucoup de chevillés au corps par rapport à ce sujet-là. Tu sais bien, mais c'est pas grave. À partir du moment où de toute façon tu t'intéresses à ça, tu es l'ennemi de ces gens-là qui ont des attitudes qui ferment de toute façon toute possibilité à un dialogue. Hein. Ouais. Bon, moi voilà, je vous le dis, j'ai trouvé cet article intéressant sur ce point. Alors, qui sommes-nous, nous, le MUFON France, avec nos 2000 abonnés voilà, on est tout petits, on est des petits rigolos à côté de ces gens-là qui ont des milliers de followers, et c'est très bien, et qui font 80 000, 100 000 vues en 24 heures dès qu'ils font une nouvelle émission. Mais c'est vrai que si je me permettez peut-être un petit conseil, ou en tout cas peut-être une petite évolution possible, c'est effectivement d'être moins bashing, comme dit Thibaut, je suis d'accord avec lui, parce que, encore une fois, et Maxime l'a dit, pour le grand public, c'est bien, ça peut permettre des fois de donner des éléments de réflexion et de dire, ouais, mais attends, là, je suis peut-être parti un petit peu en live, effectivement, les choses sont peut-être beaucoup moins extraordinaires, on prend les crop circles, que ce que j'avais pensé. Bon, Seb, un point de vue là-dessus? Un point de vue là-dessus, non, effectivement, ça a son utilité. Ah, mais à partir du moment où c'est toujours pareil, c'est bien de regarder des vidéos, c'est bien de consommer quelle qu'elle soit, mais à partir du moment, c'est aussi au spectateur d'avoir un esprit critique. Il peut prendre tout ce qu'il veut chez Astronogeek, il y a des choses certainement très bien, je connais pas trop. Mais c'est comme, pour parler complètement d'autre chose, de Thinkerview qui interroge des personnes qu'on n'interroge pas trop chez les mainstream. Après, c'est à chacun de faire sa réflexion. C'est comme quelqu'un qui va regarder cette vidéo-là, et derrière, il va creuser un petit peu plus les choses dont on va parler. Enfin, voilà, c'est à chacun aussi de se prendre en main, je pense. Ouais, je suis d'accord avec ça. Prends-toi en main. Et puis fais ton chemin. Toujours avec du recul. Puis, exactement. Ouais, toujours. Voilà, toujours avec du recul, parce que je dis ça, pardon, pour Astronogeek, parce que je l'ai toujours un petit peu là, parce que bien que j'écoutais beaucoup ses émissions avant, il parle de beaucoup de choses, parce qu'il faut qu'il réagisse. C'est un peu, on est un peu dans la réaction sur Internet. Bah, nous aussi, nous aussi. Pour l'US Navy, bien sûr, mais pour le US Navy et les vidéos, c'est vrai qu'il a réagi tout de suite. Oui, c'est une mouche sur l'objectif. Voilà, c'est un exemple quand même où il faut quand même avoir du recul. Et là, se croire suffisamment intelligent, plus que les meilleurs experts de la Navy, en apprenant des choses pareilles, là, je trouve que ça devient ridicule.
Mais c'est peut-être dans la complaisance justement de ses abonnés. Ses abonnés sont plutôt dans ce dogme-là. Eh ben ok, je vais aller dans le sens des abonnés, c'est une mouche. Ouais, c'est peut-être un peu ça. Ouais, on est d'accord. Mais c'est pour ça, encore une fois, que je vous disais qu'il y a certaines vidéos qu'on ne partage pas, non pas que, comme on ne sait pas expliquer, faut surtout pas le montrer parce qu'on ne va pas savoir dire. C'est juste qu'on a besoin parfois d'un petit peu de temps pour analyser les choses et pour apporter une solution, peut-être un petit peu plus tard. Voilà, donc c'est vrai qu'on essaye d'avoir plutôt cet esprit-là. Voilà, et encore une fois, c'est pas une attaque contre des bunkers 2.0, parce que nous aussi, de plus en plus, on se prend des critiques en étant de bunkers. C'est bien, voilà, il faut expliquer aux gens, il faut apporter des solutions. Puis nous, ce qu'on dit, on fait des conjectures, pas des conclusions, c'est-à-dire c'est ce qu'on pense nous. Maintenant, demain, on peut s'être trompé, on nous apporte un nouvel élément, il n'y a pas de souci là-dessus. Voilà. Et rappeler, Pascal, comme tu fais, qu'il y a plein de personnes qui s'intéressent, ufologues ou pas, qui s'intéressent à l'ufologie et qui sont assez agnostiques, comme nous tous ici. On n'a pas spécialement de croyances à donner aux gens ou à délivrer aux autres. C'est quand même important de rappeler que l'ufologie, c'est aussi ça, quoi. Il fait beau Dominique. Ça devrait être ça, en fait. Ça devrait être ça. Ce qui est amusant, quand même, c'est que l'ufologie devrait être un domaine qui rassemble, parce qu'on regarde vers les étoiles, parce qu'en regardant vers les étoiles, on se rend compte que quelque part, la couleur de la peau ne veut absolument rien dire, que les concepts ou les idéologies en fait ne passent pas bien lourd par rapport à l'immensité de l'espace. Mais non, l'ufologie, je connais peu de choses aussi clivantes, si la religion, mais des fois justement on est peut-être un petit peu dans les mêmes mécanismes. Alors je vous propose qu'on passe maintenant, parce qu'on a 45 minutes d'émission, donc on est bien, on va passer au dernier pavé de ce flash UFO. Ouais, alors là. Excuse-moi. Alors, ouais, super. C'est cool ça. J'adore ça. C'est The Basement Office. Steven Greenstreet et Nick Pope. Franchement, je me régale à chaque fois. Il faut les regarder. Là, on est au 11e. The Close Encounters of the Fourth Kind. Les RR4. Fourth Kind, voilà. Donc, en fait, au travers d'exemples célèbres de témoignages d'abduction, en l'occurrence le cas de Betty et Barney Hill en 1961, Travis Walton en 1975, dont le film Fire in the Sky s'inspire, ou encore Terry Lovelace en 1977. Donc, nos amis Steven Greenstreet et Nick Pope analysent le phénomène en lui-même. En effet, la bonne foi des différents protagonistes n'est pas remise en question. On parle de stress post-traumatique, de phénomène de missing time, mais quelles peuvent être les explications entre véritable enlèvement, réalité biaisée? On parle aussi de l'hypnose régressive, qui est-elle si fiable en termes de réalité des souvenirs, par exemple, ou la question d'expérience scientifique un petit peu moins avouable entre humains. En tout cas, l'esthétique du décor, des coupures de presse, mais aussi de la rigueur de nos deux journalistes font de ces podcasts de 30 minutes des incontournables. Ouais, moi j'adore. Alors, on vous dit tout. C'est vrai que cette semaine, on a mis un petit commentaire à Steven Greenstreet. On lui a dit, écoutez, si vous voulez, si vous êtes OK, nous on veut bien se charger des traductions en français, parce que vous pouvez paramétrer la vidéo YouTube pour avoir les sous-titres en français, mais c'est assez grossier, c'est souvent assez mal traduit, quoi. Donc voilà, on est en train de regarder. D'ailleurs, je lance un appel. Si certains d'entre vous savent sous quel format on peut envoyer le fichier justement pour qu'il soit horodaté et qu'il y ait tout à faire, parce qu'apparemment il y a une petite manie qui est pas très compliquée, mais sur laquelle on cherche. Maxime, si tu le sais, on en parle en off, parce qu'on serait ravis que ce soit pour The Basement Office, mais aussi pour toutes les vidéos qui sont pas tout le temps sous-titré en français. Nous, le MUFON France, ce serait avec plaisir qu'on partagerait, en tout cas qu'on aiderait à diffuser les sous-titres pour que ce soit accessible au plus grand nombre. Alors, on va finir sur ce fameux article de Dave Beatty, alors qui rejoint justement, on fait un petit peu la boucle par rapport à la semaine dernière, puisque Dave Beatty reprend l'information, le scoop que nous a donné Bernard Toinel, qu'on salue, qui est en Californie, qui nous a donné dans l'émission de la dernière fois. Un vétéran de la marine affirme que l'USS Kidd a eu une rencontre avec des ovnis en 2019. Exactement. Alors l'information, à défaut d'être vérifiée, corrobore donc les dires de Bernard Toinel, comme tu le disais, à savoir une prétendue rencontre entre le navire destroyer ISS Kidd et un ovni en juillet 2019, également au large de San Diego. Donc cette information trouvée notamment sur le blog Silva Record reprend le témoignage d'un vétéran de la marine, ancien vétérinaire, confié à Dave Beatty, le créateur du film The Nimitz Encounter. Donc encore une fois, voilà, avant de s'enflammer, car cette nouvelle ne provient pour le moment que d'une seule source, à savoir ce vétéran de la marine à la retraite. Mais bon, voilà, le débat est tout ouvert.
Et alors, on va aussi parler d'un détail. Ouais, parce qu'on n'a qu'une seule source, mais on a quand même aussi les logs, les journaux de bord de ce moment-là. Et effectivement, on a cette notion de Snoopy Team, dont Bernard nous parlait la semaine dernière. Moi, je vous admets que je ne connaissais pas. Vous connaissiez, Dominique, Thibaut, Maxime, cette notion de Snoopy Team? C'était quelque chose avec laquelle vous étiez familier ou pas? La notion d'aller la volonté par les pouvoirs publics d'aller cinématographier, photographier les ovnis, oui, ça par contre, elle est connue en ufologie. Ouais, mais le terme lui-même, je ne le connaissais pas. Voilà. Bon, en fait, Snoopy, à mon avis, ils sont partis de Snoopy, puis ils ont essayé de trouver des mots qui allaient bien avec. Alors, c'est assez barbare en anglais, c'est The Ship's Nautical or Otherwise Photographic Interpretation and Examination. Merci pour l'accent. Ce qui veut dire, au final, équipe d'interprétation et d'examen photographique nautique ou autre du navire. Ça veut dire quoi? Cette équipe, elle sert à quoi? Quand les radars détectent quelque chose et qu'apparemment on n'arrive pas à l'identifier, eux, ils arrivent avec leur téléobjectif qui fait 1 mètre et ils essaient de shooter l'observation pour pouvoir essayer de l'identifier un petit peu plus tard. Donc effectivement, l'équipe Snoopy était bien présente ce jour-là. Maintenant, la question c'est, est-ce que c'était un exercice? Est-ce que c'était pas prévu? Toi, Dominique, tu as pris connaissance de cette information ou pas? J'en ai pris connaissance parce que j'ai regardé l'émission de la semaine dernière, ouais. Mais j'ai pas plus d'infos à ce sujet. Alors, est-ce qu'on n'est pas un petit peu justement dans ce qu'on dit depuis le début de l'émission, voilà, que l'information se lâche un petit peu, que les gens semblent… Les militaires, Harry Reid le dit clairement dans le documentaire, il dit maintenant ils peuvent parler sans avoir peur d'avoir des soucis pour leur promotion. Il y a des nouvelles directives au sein de l'US Navy. Donc maintenant, on encourage tous ceux qui ont vu des événements à en parler. Et maintenant, ils en parlent publiquement. Et je pense qu'il y a un effet boule de neige, c'est normal. Et c'est assez génial parce que du coup, je pense que dans les prochains mois, ça va continuer. Il y a encore d'autres affaires qui vont sortir. Et je pense même sur des choses en France, j'espère. Ouais. Alors, Thibaut, si on prend ces teams Snoopy qui shootent les choses qu'on n'arrive pas à identifier, on peut quand même imaginer que dans les disques durs de la Navy, il doit y avoir 2-3 documents qui ne sont pas inintéressants. Oui, c'est certain. On sait, de toute façon, on en avait déjà parlé avec toi, hein, Pascal, hein, y compris la réponse déjà en 54 des autorités françaises qui disaient lorsque on a pu les cinématographier et les photographier, ça n'a jamais été avec la précision nécessaire. Donc déjà en 54, le gouvernement en France répond à ça. Donc, tu te doutes bien que, bien sûr… Alors après, là, ce qui est difficile maintenant, c'est que il est clair aussi qu'à proximité de bâtiments américains, il peut y avoir aussi des drones de puissance étrangère, très sophistiqués maintenant, des drones sans pilote, qui ne sont pas des ovnis au sens où on l'entend. Oui, voilà, juste pas des appareils conventionnels. Donc, et ça peut être aussi ça qui a été capturé ce jour-là. Voilà. Donc, en fait, là, il faudrait un petit peu plus de précision. C'est là où il faut faire attention, c'est que là, on parle d'OVNI, mais on ne parle pas d'extraterrestres, quoi. Voilà, c'est… Mais là où on peut faire le parallèle avec l'article de tout à l'heure sur les 36 civilisations, entre savoir si c'est vrai ou pas, soit, mais il y a aussi le côté, comme tu disais, comme vous disiez, c'est la parole est libérée. Dès qu'il y aura un truc qui sortira un petit peu des clous, on pourra plus en parler avec une hypothèse qui reste une hypothèse ovni ou enfin exogène ou ce qu'on veut, qu'on le faisait avant. Voilà, ça c'est toujours pareil, le climat, je pense, qui se libère. Ouais, ça c'est plutôt intéressant. Maxime, toi tu as lu l'article, qu'est-ce que tu en as pensé? Écoute, moi, j'ai pas grand-chose à rajouter sur ce qui a été dit déjà, mais je suis plutôt d'accord sur comment dire le fait de parler librement, enfin. Moi, je ressens ça même autour de moi. C'est vrai que déjà, dès qu'on a confiance en un groupe, on se met à parler. Au début, on n'en parle pas du tout, mais quand, par exemple, je commence à parler d'OVNI, tout de suite, les langues se libèrent. Donc, c'est ce que je remarque ici, en fait, tout simplement, dans ce sujet-là. Bon, là, il parle d'objets quand même en forme de tic-tac. Si c'est vraiment les tic-tac qui ont été popularisés par le New York Times dernièrement, si c'est vraiment ce type d'objet-là, là, l'hypothèse drone devient un petit peu moins crédible, hein, du coup. Elle tient moins. Alors, j'aime bien ce que disait Maxime, justement. Alors, Dominique, on va finir là-dessus.
moi, je trouve que ce documentaire, il est, et c'est normal, hein, encore une fois, hein, mais il est extrêmement, extrêmement bien accueilli par 99,99% des gens qui l'ont vu, à peu près. Est-ce que tu as l'impression, ou est-ce que tu te rends compte, je vais aller plus loin, c'est pas une impression, est-ce que tu te rends compte quand même que ce documentaire va avoir une durée de vie d'au moins 5 à 10 ans? Je pense que Thibaut sera d'accord avec moi là-dessus. Oui, sans problème. Et que ce documentaire... Il y en a très peu pour le moment. Voilà, mais il y en a très peu, mais surtout de cette qualité. Est-ce que tu te rends compte que ce documentaire va donner une légitimité à des gens qui ont pu voir quelque chose, d'en parler de façon plus libre et de se sentir moins isolés, ou en tout cas moins couillons, on va dire ça comme ça. Est-ce que ça, tu commences à l'intégrer, des retours que tu as Oui, bien sûr. Je pense que tu as pas mal de retours quand même, non, aujourd'hui? J'ai des retours. Je t'avoue que j'avais quand même toujours à l'esprit, à chaque seconde, quand on faisait le film, aussi bien que chez les personnes qu'on a interviewées, que sur le scénario, que sur les commentaires, de faire très attention à tout ce qu'on disait pour comment dire, que tout puisse être vérifiable et qu'on ne puisse pas nous attaquer sur tel ou tel point. C'était vraiment quelque chose auquel on a fait extrêmement attention. Et oui, je crois que ça a aidé à libérer la parole. Nous, par exemple, on a reçu au sein de la société de production, on a reçu un témoignage d'un collègue de mon producteur qui ne pensait pas du tout qu'il s'intéressait au sujet, et il nous a envoyé son rapport d'observation de 4 pages de ce qu'il a vu quand il était adolescent avec son frère, sa grand-mère. Enfin, ils étaient 4 à avoir vu quelque chose. Et ça l'a marqué, quoi. Et donc, il l'a envoyé spontanément au producteur du documentaire, parce que il dit, voilà, j'ai confiance maintenant. Enfin, mais tu sentais que, si tu veux, il n'en avait pas parlé à beaucoup de gens, en fait. Enfin, il l'a dit lui-même, d'ailleurs. Et ce qui est curieux, c'est qu'après, on a pu voir que dans la zone où il a observé quelque chose, il y a une observation qui a été déposée au GEPAN à cette époque-là. C'est Gaillard. Désolé, ramène sa balle et c'est Gaïa qui a envie de faire pipi, je pense. Bon, écoutez, moi je trouve qu'en mot de la fin, c'est bien. Gaïa a envie de faire pipi, ouais, c'est le bon de la fin. Parce que Gaïa va faire pipi sur la moquette, sinon c'est pas cool. Je viens de leur dire bonjour, voilà. Voilà, oh, j'imaginais un truc énorme, moi, quand tu parles de Gaïa. Mais oui, c'est vrai, moi aussi, c'est pareil. J'ai dit, il le prend en bout de bras. Ouais, c'est ça. Oui. Elle a envie de jouer, je suis désolé. Non, mais... Alors écoutez, j'espère que quand vous regarderez cette émission, vous passerez un aussi bon moment que moi j'ai passé. Un grand merci Maxime, un grand merci Thibaut et un grand merci Dominique. J'ai passé un très bon moment comme d'habitude avec vous. Merci. À discuter de ces sujets. C'est toujours très intéressant, je trouve. Enfin, voilà, j'espère que vous allez prendre du plaisir à regarder ce nouveau Flash UFO. Sachez que la semaine dernière, ce sera le dernier Flash UFO de la saison. Puisque après on va prendre une petite pause quand même, parce que c'est quand même du taf à faire, c'est Flash UFO, mais bien sûr on reviendra en septembre et on fera peut-être des numéros spéciaux en juillet, en août, ça on va voir avec Sébastien, on va en discuter. En tout cas, on est ravis de la formule, je vous le dis, j'espère qu'elle vous plaît, parce qu'on va vraiment la garder comme ça. N'oubliez pas les petits pouces bleus, encore une fois, si ça vous plaît, hein, nous ça nous permet de savoir un petit peu où on en est. Et puis on va se retrouver de toute façon l'année prochaine avec Dominique, avec Thibaut, avec Maxime, avec tous nos intervenants, et on va peut-être ouvrir aussi aux gens qui nous suivent. Alors j'ai oublié, je l'avais dit que je le saluerais, pardon, je ne l'ai pas fait. Un grand merci à Sébastien Graziani, puisque c'est lui qui nous a partagé l'article de Silva Record, justement sur Dave Betty. Et puis n'hésitez pas de votre côté, si vous trouvez des articles intéressants que vous voulez nous les partager, envoyez-les nous. Je ne dis pas qu'on partagera tout, mais voilà, nous, ça nous permet de nous aider dans notre veille médiatique et informative. Voilà, Maxime, Thibaut, Dominique, grand merci. Merci et on vous souhaite une très bonne fin de journée. Merci. Alors, comme cette émission passe dimanche, bien sûr, on fête une bonne fête à tous les papas de l'univers. Voilà, hein, comme ça, c'est fait. Même les plus méchants. Non, mais le papa, c'est pas pareil. Le papa, c'est pas méchant. Le papa, il s'en fout, il s'occupe pas. Voilà. Le papa, il dit, oh, tu n'as plus rien à te mettre, tu vas voir ta maman pour ça. Moi, c'est pas mon boulot. C'est pas le boulot de papa, ça. Et puis, on se retrouve avec Seb the Sniper, donc la semaine prochaine. Et puis, je vous donne un petit scoop, tiens, pour fêter le 24 juin.
eh ben, on va faire une nouvelle émission avec Pierre Lagrange qui va continuer à nous parler justement des aventures de Kenneth Arnold et de Ray Palmer. Enfin voilà. Donc ça c'est pour le 24 juin. Donc ce sera notre petit cadeau de fête du début de l'ufologie moderne. Voilà. Écoutez, je vous souhaite Pascal, une très bonne fin. Je voulais juste dire un mot sur un bouquin qui intéressera les ufologues qui s'appelle Contact OVNI en Italie chez Flying Disc Philippe Mantel France de Roberto Pinotti qui est un des grands noms vraiment de l'ufologie italienne qui a passé des décennies. Il est sorti, il est disponible principalement sur Amazon pour ne pas citer cette plateforme. Philippe m'a pas envoyé la doc. Mais remarquable bouquin qui a conseillé aux fans d'ufologie. Eh ben, écoute, on va essayer de trouver justement la couverture. On salue Philippe Mantel, bien sûr, des Flying Disc Press et puis du Flying Disc France sur le coup, puisque c'est lui qui chapeaute tout ça d'en haut. On va chercher comme ça, on va partager cette info. Merci Thibaut pour l'info. Bonne soirée à tous. Je mets l'écran de Gaël. Et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao. Salut. Bonne soirée à tous. Je ne sais pas le faire. C'est dur.